c'est la conférence publique. Je vais dire quelques mots sur le sujet qui est professeur Stora a proposé, c'est l'histoire franco-algérienne, les relations franco-algériennes, les blessures de l'histoire. Et je pense que ce sujet est très important, spécialement dans le contexte politique, intellectuel et social en France et en Algérie aussi, et dans le monde entier aujourd'hui, avec l'histoire du postcolonialisme, notre, avec cet intérêt, nous pouvons voir plus en plus d'intérêt aux études postcoloniales partout dans le monde. Et euh, nous allons travailler pendant 1 heure et demie ou 2 heures, mais professeur Stora, il est très occupé maintenant. C'est pourquoi c'est un grand honneur pour nous qu'il ait trouvé du temps pour être avec nous aujourd'hui. Et là, 1 heure, professeur Stora va faire une présentation intervention pour 20-30 minutes, quelque chose comme ça. Après, nous allons faire une session des questions, des questions. Et après ça, nous pouvons continuer notre discussion. S'il y aura de l'intérêt, mais je suis sûr qu'il y aura beaucoup d'intérêt sur le sujet. Professeur Stora, à vous la parole. Bien, bonjour et merci pour votre invitation. Je ne sais pas si la plupart des personnes qui m'écoutent en ce moment ou qui me voient sont à Moscou ou ailleurs, parce que je reconnais le visage de Habib Kasdarli, mais je ne pense pas qu'il soit à Moscou. Je crois qu'il doit être à Tunis. Malheureusement, non. Je pense qu'il doit être à Tunis. Malheureusement, elle est en Tunis. Voilà, donc c'est un des visages, parce que je ne vois pas les visages, j'en vois que 2-3 simplement. Hein. Je ne sais pas combien de personnes regardent, et donc j'ignore complètement. Donc je vous remercie pour cette invitation. Comme vous le savez, là en ce moment je suis assez occupé, donc je pourrais faire une intervention, une sorte de problématique générale, et ensuite on pourrait faire une sorte de questions-réponses. Là, l'image a disparu. Enfin, là, bon. Vous me voyez toujours à l'image ou pas? Oui, D'accord, donc je continue. Ah, je vois, d'accord, je vous vois. Donc je ferai simplement une intervention d'une vingtaine de minutes, puis ensuite on procédera à une sorte de questions-réponses par rapport à cette problématique. Alors je dirais que, comme vous le savez sûrement, une mission m'a été confiée par le président de la République française sur la question de la colonisation et de la guerre d'Algérie, donc centrée sur cette question-là, centré sur cette problématique, disons, qu'on appelle en France la guerre d'Algérie, et donc la possibilité ou non de voir une sorte de réconciliation, de mémoire ou pas, qui peuvent exister aujourd'hui entre ces deux pays, 60 ans après l'indépendance de l'Algérie, puisque les relations entre la France et l'Algérie sont conflictuelles, hein, sur le plan mémoriel principalement. Alors, premier aspect, pourquoi, et disons cette difficulté, c'est d'abord, il faut, à mon sens, commencer par dire l'importance qu'a cette séquence d'histoire particulière qu'on appelle en France guerre d'Algérie et en Algérie guerre de libération nationale. Pourquoi cette séquence est si importante dans la fabrication des imaginaires politiques des deux pays? Je dirais d'abord que du côté français, cette séquence guerre d'Algérie est fondatrice à plusieurs titres. D'abord, parce que c'est le moment où la France a connu la naissance de la Ve République. La Ve République est née de la guerre d'Algérie et les Français vivent toujours, 60 ans plus tard, sur cette Ve République. C'est-à-dire que l'armature constitutionnelle, juridique qui a été mise en place pour cette conduite de guerre, eh bien, sert toujours aujourd'hui encore
au fonctionnement institutionnel. Cette constitution n'a pas été changée, n'a pas été abrogée. Tous les articles de cette constitution sont restés inchangés, sont restés intacts. Et donc les Français vivent sur la base d'une constitution qui est rapportée directement à cette période, ce qui est assez, disons, assez inédit, assez incroyable, puisque la plupart d'entre eux ignorent que la constitution de la Ve République est totalement imbriquée à l'histoire d'une guerre qui n'est pas la Seconde Guerre mondiale, mais qui est bien la guerre d'Algérie. Donc c'est dire l'importance de cette période pour la société politique française, bien entendu, qui n'envisage pas, pour sa grande majorité, de modifier, disons, cette constitution de la Ve République. Ça, c'est un premier aspect, j'allais presque dire, politique, juridique, institutionnel, sur la France et l'Algérie, la question de la guerre d'Algérie. La deuxième chose qu'il faut dire sur l'importance de cette séquence, c'est la masse de personnes considérables qui sont directement liées à cette histoire, plus largement, on le verra, à la colonisation, l'histoire longue de la colonisation, mais qui est liée directement à la question de la guerre elle-même, de la guerre d'Algérie elle-même, du point de vue des Français. D'abord parce que entre 1954-55 et 1962, près d'1,5 million de soldats français sont allés en Algérie. 1,5 million, c'est-à-dire pratiquement tous les hommes qui sont nés en France entre 1932 et 1943 sont allés en Algérie. C'est considérable. C'est-à-dire que pratiquement tous les hommes qui sont dans la société française actuelle qui ont plus de 80 ans, eh bien, connaissent l'Algérie. Ils ont été en Algérie. Il y a très peu de sursis et pratiquement toutes les générations sont allées là-bas. Et ils sont allés longtemps parce que le service militaire, à cette époque, pouvait durer jusqu'à 30 mois. C'est-à-dire que les jeunes hommes qui sont partis en Algérie quand ils avaient 20 ans, comme disait un cinéaste français célèbre qui s'appelle René Vauthier, qui parlait de avoir 20 ans dans les Aurès. Les Aurès, c'est un massif particulier de l'Algérie. Eh bien, tous ces hommes-là ont été marqués durablement par l'Algérie, considérablement. On peut même presque dire que les soldats français sont le groupe de mémoire le plus important de la guerre d'Algérie. Parce que très souvent, on a tendance à considérer que ce sont par exemple les Européens d'Algérie, les Pieds Noirs, qui sont le groupe le plus nombreux, le plus important, qui ont quitté l'Algérie après 62, etc. Eh bien non, le groupe le plus important et qui pèse le plus dans la société française, mais de manière presque invisible, de manière presque silencieuse, ce sont les soldats. Les soldats, les appelés, mais aussi les officiers, mais aussi les sous-officiers, qui ont été, pour une grande partie d'entre eux, engagés dans les combats pour l'Algérie française. Ils se sont engagés de manière assez forte pour le maintien de l'Algérie française. Et pour eux, bien sûr, cette question, je ne parle pas des appelés, mais là des officiers, cette question de l'Algérie, bien sûr, a compté dans leur vie d'homme, leur vie politique, leur vie culturelle, etc. Donc les soldats, les appelés, les officiers, les sous-officiers, c'est une masse d'hommes considérable. Et leurs enfants, bien sûr, à qui on a transmis cette mémoire sur 2-3 générations. C'était un aspect très important dans la société française d'aujourd'hui. Un autre groupe, j'en ai parlé rapidement, ce sont les Européens d'Algérie, qu'on a appelés après les Pieds Noirs, qui ont quitté l'Algérie entre 1961 et 1963-64, et qui sont estimés à environ entre 6 et 800 000 personnes, et qui ont, dans la société française, naturellement, occupé des positions très importantes, sur le plan social, sur le plan culturel, sur le plan politique, bien entendu. Ils ont occupé des positions presque entre guillemets dominantes sur 2, 3, 4 générations, car ça fait maintenant plus de 3 générations que, disons, ce groupe existe dans la société française. Et dans le groupe, d'ailleurs, des Pieds Noirs, il faut mentionner de manière singulière ceux qui ne sont pas vraiment des Pieds Noirs, mais qui sont partis avec les Pieds Noirs et qui s'estimaient français, c'est bien entendu les Juifs d'Algérie, qui étaient présents, eux, sur cette terre algérienne depuis 2000 ans et qui ont été faits français par le décret Crémieux de 1870 et qui, un siècle après, c'est en 1960, sont partis avec les Français d'Algérie. Ils étaient environ 130 000 qui ont quitté l'Algérie à partir de 1961, 62, 63.
Donc voilà un deuxième grand groupe de mémoire, hein, de la société, dans la société française, qui est très important, hein. Et puis, il faut ajouter d'autres groupes, moins nombreux numériquement, mais importants. Par exemple, ceux qui sont restés fidèles à l'armée française, les harkis, hein, qui ont quitté aussi l'Algérie avec leur famille, environ 100 000 hommes avec leur famille, qui sont partis en France entre 62, 63, etc. Ça aussi, c'est très important. Et mentionner, bien sûr, l'existence des immigrés algériens en France. Parce que les immigrés algériens en France, il ne faut pas oublier, bien sûr, eh bien, leur nombre a doublé pendant la guerre d'Algérie. On est passé de 250 000 Algériens en France en 1954 à près de 400 000 Algériens en 1962. C'est-à-dire que le grand développement de l'immigration algérienne, ouvrier, hein, migration ouvrière algérienne, eh bien, elle date en grande partie aussi de la guerre d'Algérie, en rapport, bien sûr, avec ce qui s'est passé dans ce conflit. Donc, si on prend ne serait-ce que 4 groupes, simplement, dans la société française, hein, qui sont directement liés à l'Algérie, pas de manière idéologique, hein, eh bien déjà, on tombe sur des millions de personnes. Hein, il y a déjà 2, 3, 4 millions de personnes. À quoi il faut ajouter j'allais presque dire, des sous-groupes, c'est-à-dire des gens qui sont entrés en politique pour la question de l'indépendance de l'Algérie et qui ont cru à l'Algérie indépendante, l'Algérie socialiste, qui ont construit et fabriqué des réseaux de soutien aux Algériens, mais qui sont rentrés en masse aussi dans les organisations politiques, de gauche en particulier, dans les syndicats. Donc il y a toute une génération en France qui est rentrée en politique par la guerre d'Algérie, dans la guerre d'Algérie. Et ça aussi, c'est très important. On peut citer les noms les plus célèbres, bien sûr, comme Michel Rocard, comme Pierre Jox, le fils de Louis Jox, qui était un négociateur à Évian, Lionel Jospin, Jacques Chirac même. Ce sont des hommes qui vont faire une vie politique à partir de l'Algérie, à partir de la question algérienne. Et puis, il faut naturellement aussi compter avec des intellectuels français, bien sûr, qui ont compté dans la question algérienne dans les années 50-60. Je ne vais pas citer ici tous les noms, de Pierre Bourdieu à Pierre Nora. Ils ont tous écrit sur l'Algérie, ils ont été en Algérie, ils ont enseigné en Algérie. Étienne Balibar, bien sûr, mais on pourrait citer d'autres noms comme Jacques Derrida, enfin énormément d'intellectuels algériens, français, touchés par la question algérienne et qui se sont sentis concernés par cette question dans le champ intellectuel français. C'est quelque chose d'absolument considérable. Donc voilà à peu près pour la France ce que représente en termes de millions de personnes l'histoire algérienne. Ce n'est pas une histoire marginale, ce n'est pas une histoire périphérique, hein, c'est une histoire centrale, presque, on pourrait presque dire, mais qui n'a pas été, on verra si on a le temps, n'a pas été assumée en tant que telle, hein, comme une histoire principale, comme une histoire centrale, mais au contraire, comme une histoire secondaire, comme une histoire périphérique, comme une histoire annexe, et presque une histoire mise au secret, presque, hein, occultée, disons, comme je l'ai expliqué dans un de mes livres très ancien, qui s'appelle La gangrène et l'oubli, que j'ai sorti en 1991, il y a 30 ans, et ça commence à dater maintenant, où j'avais déjà expliqué ça. Alors du côté algérien, pour aller vite, du côté algérien, la question de la séquence guerre d'indépendance, guerre de libération nationale, naturellement, est une séquence décisive, parce qu'elle est fondatrice de l'État-nation, tout simplement, c'est-à-dire l'émergence de l'État-nation, et donc de la réappropriation, récupération de la souveraineté perdue, et donc par conséquent c'est un moment fondateur, hein, qui fabrique, disons, du nationalisme. Et c'est la question du nationalisme algérien, c'est en grande partie renforcé par la question de la guerre. C'est-à-dire que ce nationalisme existait bien sûr avant la guerre d'Algérie, bien entendu, avant la guerre d'indépendance, avec des grands leaders politiques algériens, nationalistes, dont j'ai aussi fait le portrait, par exemple, de Messali, hein, qui était un grand leader nationaliste algérien, Messali Haq, mais aussi Ferhat Abbas, bon, qui, bien avant, 20 ans, 30 ans avant, avait construit, hein, des organisations politiques nationalistes, mais la guerre, incontestablement, a été un facteur d'accélération et de fabrication, disons, d'un nationalisme politique qui s'est construit essentiellement et beaucoup sur la question de la lutte armée, c'est-à-dire de la guerre contre la France coloniale. Et donc cet imaginaire guerrier, bien sûr,
a donné tout un contour, disons, au nationalisme algérien de manière très importante, de manière très vigoureuse. Donc voilà deux façons, disons, deux histoires très importantes, fondatrices, hein, pour la France comme pour l'Algérie. Alors pourquoi ces difficultés qui existent disons, regarder cette histoire en face? Alors, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de causes, etc. Je citerai simplement peut-être 3 raisons, hein, de la difficulté mémorielle à assumer cette histoire. La première raison du côté français comme du côté algérien, c'est que du côté français, on aborde cette question par la fin, c'est-à-dire par la guerre. La guerre, la violence, le départ des pieds noirs, des rapatriés, les massacres, les engrenages de violence. Et donc, l'examen de cette histoire, que ce soit au niveau des livres, des films, beaucoup de documentaires, etc., ce sont des histoires qui sont racontées non pas par le début, c'est-à-dire par la question coloniale, c'est-à-dire l'arrivée française en 1830, au moment de la colonisation, mais c'est une histoire qui se raconte par sa fin, c'est-à-dire la fin de cette histoire, c'est-à-dire la guerre, la violence, la séparation, le déchirement. De sorte que très souvent, les Algériens reprochent aux Français de ne pas considérer dans cette histoire le moment très important de la longue durée, c'est-à-dire la question coloniale, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé pendant 130 ans. C'est beaucoup, 130 ans. Hein. Ça veut dire 5-6 générations. C'est considérable. Donc, il y a ce malentendu, entre guillemets, historique, entre d'un côté ceux qui ne veulent voir cette histoire que par le dénouement tragique, sur la fin tragique, alors que du côté algérien, on ne veut surtout comprendre cette histoire que par les origines de cette histoire, c'est-à-dire l'installation coloniale, qui est une installation, comme on le sait, une conquête, une guerre de conquête, qui a été très violente. La guerre de conquête de l'Algérie a duré 50 ans, entre 1830 pratiquement et 1880. C'est une guerre de conquête qui a été très très dure. Je ne vais pas ici, je n'ai pas le temps de voir à peu près comment cette guerre de conquête a été menée, que ce soit par des généraux Bugeaud, bien sûr, les enfumades, les massacres, la déportation de population. Bon, toutes ces questions ont été déjà traitées par beaucoup d'historiens, notamment français d'ailleurs, qui ont abordé ces questions, comme Charles-André Julien, comme Charles-Robert Ageron, qui ont déjà beaucoup documenté l'histoire de la conquête coloniale française. Je recommande d'ailleurs le livre de François Maspero, un livre écrit par François Maspero qui s'appelle L'honneur perdu de Saint-Arnaud. Saint-Arnaud est un officier de l'armée française, et Maspero, à l'époque, était écrivain, donc vers la fin de sa vie, avait sorti un livre à partir de la correspondance de Saint-Arnaud, où c'était absolument épouvantable, où Saint-Arnaud racontait à sa fiancée la conquête de l'Algérie dans les années 1840, 1850, 1860. C'était des moments très très violents, des moments très durs. Donc, le grand malentendu d'abord, c'est le fait que d'un côté, on voit la fin, et du côté algérien, on veut surtout mettre l'accent sur les origines. Par parenthèse, c'est ce qui explique, par exemple, l'importance qu'a pris en Algérie récemment le retour de la restitution des crânes de résistants algériens qui avaient été pris par la France et déposés au Musée de l'Homme, parce que pour les Algériens, cette question, disons, de la restitution des crânes, des ossements d'Algériens des années 1850, hein, symbolise, marque le fait qu'on est dans une histoire de longue durée, et pas simplement dans l'histoire de la guerre d'Algérie. Donc voilà, déjà ce malentendu, à mon sens, il est là, c'est dans le problème du décalage dans la temporalité historique. Un décalage dans la temporalité qui est tout à fait important. Le deuxième décalage qui est très important à régler, le deuxième fossé qui est compliqué à régler, c'est le problème des nationalismes. Parce que l'imaginaire nationaliste français, c'est en grande partie constitué, c'est fabriqué autour de l'Empire, c'est-à-dire la question de la grandeur française par la construction d'un empire. Par parenthèse, c'était d'ailleurs le cas à la même époque, au XIXe siècle, de l'Empire britannique, qui avait construit aussi son nationalisme sur la base, disons, d'un nationalisme impérial. C'est le cas de la France qui a construit son nationalisme sur la grandeur d'un empire qu'on appelait la Grande France, la plus grande France, c'est-à-dire
la stratégie de conquête en Afrique de l'Ouest, qui était très importante, bien sûr l'Indochine dans les années 1880, mais aussi la poursuite de la conquête coloniale en Afrique du Nord, à travers naturellement la Tunisie en 1800, à partir de 1881, 1883, etc., mais aussi le Maroc, hein, qui a été l'objet aussi d'une guerre de conquête à la fin du 19e, début du 20e siècle, en 1912. Donc on a par conséquent un nationalisme français qui s'est construit sur nous apportons la lumière, les civilisations au monde extérieur. Et donc c'est sur la base de cet apport civilisationnel que, dans le fond, la République française, pendant tout un temps, a justifié l'entreprise coloniale. C'est-à-dire qu'il y a par conséquent dans les critiques qui sont faites, on y reviendra peut-être rapidement dans la discussion, toute la difficulté, c'est que les critiques qui sont adressées dans les études postcoloniales, disons à la France, portent et viennent buter sur la question de la République coloniale, en fait, hein, qui a porté une idée, porté une idéologie, hein, qui était une idéologie de, entre guillemets, de lumière, de civilisation ou autre, ce que du côté des colonisés on récusé. C'est-à-dire que du côté des colonisés, la question centrale, c'était la perte de souveraineté, c'est-à-dire la perte, disons, de ce qui constituait une, une histoire de longue durée brisée. Et donc, il y a par conséquent, là aussi, un nationalisme qui va se fabriquer du côté des anciens colonisés, bien sûr, qui est un refus du nationalisme français colonial. Et donc, il y a par conséquent un choc de deux nationalismes, c'est-à-dire un choc, disons, d'un nationalisme qui se veut progressiste, de lumière, etc., et de l'autre côté, un nationalisme de réappropriation, disons, de souveraineté perdue et de reconstruction ou de construction, disons, d'une identité. Ça, c'est à mon sens, disons, un deuxième objet de malentendu très important sur le problème des nationalismes. Puis enfin, il y a un troisième aspect, je terminerai là-dessus, c'est que le retard pris à regarder, à ne pas regarder plutôt, ces histoires, fait qu'il y a une absence de transmission mémorielle de cette histoire pendant 60 ans. Et que ce retard dans la transmission mémorielle a creusé le fossé, c'est-à-dire a provoqué aussi, disons, des fabrications d'imaginaires qui n'ont plus rien à voir avec l'histoire réelle, mais tout à voir avec, par exemple, une interprétation exclusivement religieuse des nationalismes, dénuée ou enlevée de tout l'aspect républicain, entre guillemets, de ces nationalismes. Je prends cet exemple. Parce que dans le vide de la non-transmission, disons, d'une histoire réelle et complexe, dans le vide d'histoire, hein, tout simplement, eh bien, des mémoires blessées ont pu se transformer en récits fantasmés, c'est-à-dire des récits qui n'ont plus rien à voir avec l'histoire réelle. Je prendrai un exemple, c'est qu'il a existé en France un monde du contact, un monde de l'entre-deux, qui a refusé la colonisation, qui a refusé l'histoire coloniale. Je ne vais pas ici citer les noms de François Mauriac, de Gisèle Halimi, de Daniel Guérin, d'André Mandouze, enfin la liste est longue, d'intellectuels, de combattants, de militants anticolonialistes français qui ont refusé et qui ont combattu, disons, cette histoire coloniale, y compris Marceau Pivert, Daniel Guérin, enfin, etc., etc. Et ou Simone Veil, mais version Simone Veil années 30, hein, pas Simone Veil années 70-80. Il y a tous ces gens, dans le fond, tout ce monde de l'entre-deux, tout ce monde du contact, est évacué des récits. Ce qui fait qu'on a des récits binaires d'affrontements où on n'a pas du tout la possibilité, disons, de comprendre les possibilités de bifurcation, d'enrichissement mutuel, de passage, d'influence réciproque, d'emprunt qui ont pu exister de l'un par rapport à l'autre. Et je vous dirais simplement que, vous le savez peut-être, mais j'ai rencontré énormément de militants du nationalisme algérien, parce que j'ai commencé à travailler dans les années 70. Hein, donc j'ai rencontré beaucoup de responsables, de militants du nationalisme algérien, des gens comme aussi Naït Ahmed, des gens comme Boudiaf, Ali Haroun, Mohamed Arbi, enfin je ne vais pas faire la liste, ou Omar Boudaoud, etc. Eh bien, la plupart de ces hommes, hein, je peux parler aussi des femmes, de ces militants, de ces enfants, de ces responsables, comme la fille de Messali,
tous ces personnages, en fait, ont été façonnés aussi par, disons, leur républicanisme politique. Hein, c'est-à-dire, non pas de considérer la religion comme le seul facteur central de légitimation de leur combat. Si vous regardez leurs écrits, si vous apercevez leur combat, la religion, c'est-à-dire l'islam, est un des aspects de leur combat, qui est important, bien sûr, mais qui n'est pas le seul, qui n'est pas exclusif. Il y a aussi, disons, tous les emprunts, les apports de ce qu'a été le kémalisme, ce qu'a été la Révolution française, ce qu'a été le nationalisme arabe. Enfin bref, je ne vais pas ici prendre toutes les sédimentations politiques complexes, mais tout ça pour dire que toute cette complication et tous ces apports, toute cette hybridation qu'on trouve d'ailleurs chez les écrivains, parce qu'on parle beaucoup des politiques, mais il y a aussi beaucoup d'écrivains qui ont été dans cette stratégie, dans ces, disons, d'emprunt pour pouvoir retourner et combattre le système colonial. Je pense à Mouloud Ferraoun, je pense à Mohamed Dib, je pense à Kateb Yassine, bien sûr, à tous ces hommes. Tout cet aspect de l'entre-deux, dans le fond, aujourd'hui, tel que nous le vivons, disparaît. C'est-à-dire qu'il s'efface au profit, disons, d'un moment extrêmement binaire, d'affrontement colonial, anticolonial, etc. Et ça fait qu'on a de moins en moins d'histoires et de plus en plus de mémoires blessées, de plus en plus, disons, de victimes blessées et de moins en moins, disons, d'histoires qui permettent de construire, de fabriquer, disons, des récits communs. Parce que nous avons pris beaucoup de retard à affronter ce qu'a été la période coloniale de la France. Et c'est dans ce retard, dans ce trou de retard, que se sont engouffrés, bien sûr, toute une série de fantasmes et de récits reconstruits. Voilà. Ça fait une demi-heure, je m'excuse, j'étais un petit peu plus long, d'entre une demi-heure. Donc, si vous voulez, on peut avoir une série de questions-réponses sur la base de ce que je viens d'énoncer. Merci, merci beaucoup, professeur Stora. Nous passons à la discussion. Et si vous permettez, en tant que modérateur, je vais poser une première question. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous entendez la traduction notamment? Oui. Alors moi, j'ai une question à vous poser. Vous avez parlé de deux nationalismes. La question que je voudrais poser est la suivante. Pour avoir un nationalisme, il faut une nation. Est-ce que, à votre avis, l'étape du colonialisme a joué un rôle dans la formation d'une nation algérienne? Ou bien est-ce que la nation algérienne existait avant le colonialisme? Ou alors elle n'a pas commencé à exister à cause ou pendant le colonialisme? Donc, quel est le rapport entre formation de la nation algérienne et la colonisation? Alors ça, c'est une question récurrente, ancienne, qui se pose sans arrêt, où on explique que l'Algérie n'existait pas avant l'arrivée des Français. Alors là, on peut se demander, si l'Algérie n'existait pas, pourquoi la conquête a été si longue? Pourquoi cette conquête a été si sanglante? Si rien n'existait avant? C'est déjà une question qu'on peut se poser. C'est-à-dire que pourquoi, dans le fond, les troupes françaises ont mis 50 ans à, entre guillemets, pacifier l'Algérie? Ça veut dire que, par conséquent, qu'il y avait un patriotisme du refus, à la fois rural, à la fois religieux, à la fois régional, etc. Donc il y avait un refus. Et ce refus, il s'est exprimé longtemps. Alors ça ne veut pas dire que dans ce patriotisme rural, par exemple, il y avait la formation de la nation algérienne telle que nous l'avons connue ensuite, un siècle après. Mais dans le fond, toutes les nations, est-ce qu'elles ne se sont pas construites dans des stratégies de refus, d'affrontement, de coagulation, d'hybridation, de mélange et de reconstruction? C'est le cas de l'Algérie. L'Algérie, d'avant 1830, naturellement appartient à l'Empire ottoman, naturellement c'est la régence d'Alger, naturellement c'est le bey de Constantine, naturellement, bien sûr, c'est une province de l'Empire ottoman. Mais il est évident qu'il y a dans ce territoire le sentiment ou la conscience d'appartenir à une entité qui est différente de l'Europe, qui est différente de la France, parce que les stratégies de résistance
à la pénétration française ont été très rapides, très rapides. C'est-à-dire que l'émir Abdelkader lève des troupes et des tribus dès 1832, et non pas 1880, et non pas 1900, mais 1832, c'est-à-dire seulement 2 ans après. Et la prise de la ville importante de Constantine ne date que de 1837, c'est-à-dire que la prise d'une ville a duré 2 ans, 2 ans de guerre, de bataille absolument terrible, qui a fait des milliers de morts et qui a conduit, disons, à des déportations massives de population. Et c'est dans ces batailles, c'est dans ces refus que progressivement va s'ancrer la conscience d'une appartenance commune, avec la construction de figures de référence patriotiques, avec bien sûr, disons, des élaborations doctrinales théoriques progressives qui ne vont pas se faire d'un coup, mais qui vont, disons, exister petit à petit en rapport avec des circonstances historiques. C'est le cas de beaucoup de pays. Un pays comme la Tunisie, par exemple, avant l'arrivée française, était engagé dans un processus de constitution en 1860-1863 très important, avant l'arrivée française, mais l'arrivée française des années 1880-90 va accélérer, disons, le processus de remise en question d'une société ancienne et de fabrication d'une société nouvelle. C'est-à-dire que la société qui va résister, où les hommes et les femmes qui vont résister à la pénétration française ne voudront pas, et ce sera le cas en particulier au XXe siècle, revenir à la société féodale, c'est-à-dire la société d'avant la question française, mais voudront créer une autre société, une nouvelle société, bien sûr, parce que effectivement, il y a eu le choc culturel, la pénétration culturelle, le fait d'avoir voulu aussi préserver sa langue, parce qu'on parle beaucoup de religion, mais la question de la langue est tout à fait décisive, c'est une question centrale. Et donc, c'est dans cette volonté à la fois de préservation de l'ancien et de savoir pourquoi il y a eu la défaite, et donc de reconstruire un avenir nouveau, que se fabrique la nation. C'est-à-dire que la nation, elle ne se fabrique pas, disons, par un modèle, disons, comment dirais-je, in abstracto dans l'ancien temps. La nation, elle existe dans un mouvement, dans une bataille. Sinon, on est dans une théorie, entre guillemets, fixiste de la nation de toute éternité. Ça veut dire que les nations ont existé de tout temps, depuis 1000 ans, jusqu'à aujourd'hui. Non. La France, vous savez, elle existe dans sa frontière actuelle seulement à partir de 1860. C'est-à-dire le rattachement de la Savoie à la France date de 1860. C'est seulement en 1860 que les frontières de la France se sont définitivement installées, et non pas depuis Vercingétorix ou depuis Clovis. Ça, c'est une mythologisation de l'histoire. Mais si vous regardez, mais même aujourd'hui, les pays d'aujourd'hui, eh bien, ils élargissent ou ils rétrécissent leurs frontières au rythme des événements, des guerres, des refus, des conquêtes. La frontière de la France, après la conquête coloniale, eh bien, elle s'est arrêtée au Mali, jusqu'en 1960. La frontière française, c'était le Mali. Il fallait présenter un passeport français à la frontière malienne pour rentrer en France, c'est-à-dire en Algérie. Vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, on n'a même pas idée de ça. Mais je ne vais pas parler de la Russie, avec d'autres provinces qui agrandissent, rétrécissent. Je vais parler de l'Empire, qui, disons, se conçoit de manière très large tout au long du XXe siècle et qui ensuite rétrécit, mais veut redevenir très grand. Le problème des empires, c'est qu'ils, quelque part, en perdant ou en se perdant au niveau de leurs frontières, eh bien, redéfinissent leur nationalisme. Donc, c'est la politique qui définit le nationalisme. C'est le combat politique qui définit la nation, et non pas l'inverse. Ce n'est pas simplement le fixisme historique. Donc, l'Algérie, oui et non. L'Algérie, dans ses frontières actuelles, bien sûr, elle n'existait pas en 1830, mais elle existait quand même dans le mouvement du refus, de la bataille. Et surtout, il ne faut pas expliquer aux Algériens que leur pays n'existait pas, parce qu'ils sont très nationalistes. Et je pense qu'ils ne seraient pas du tout d'accord avec cette façon de poser la question. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Chers collègues, si vous avez d'autres questions, je vous en prie, peut-être des commentaires. Monsieur Dolgov.
Je vais parler en russe. Merci beaucoup, monsieur le professeur, pour cette présentation qui est très intéressante et très importante. J'ai deux questions, si vous me permettez. Première, je pense que pendant la guerre pour l'indépendance nationale, l'Algérie, en Algérie, était un processus de la formation de la nation et de nationalisme aussi. Mais il y avait deux, je pense, il y avait deux côtés de ce nationalisme. Le premier, c'était les idées socialistes et deuxième c'était la religion, l'islam, parce que c'est comme nous savons, les Algériens, les combattants algériens, mais bien sûr, c'était les combattants qui pratiquaient l'islam, disaient du djihad contre le colonialisme. Et voilà, maintenant, mes questions concernant la situation actuelle, si vous permettez. Maintenant, nous voyons en Algérie la situation après Bouteflika, après le président Bouteflika, et nous voyons l'influence de la religion islamique dans la société algérienne, je pense, parce que j'ai parlé avec les Algériens maintenant, et certains d'eux, c'était les militaires, qui disaient que voilà, pendant l'ère de Bouteflika, on a détruit notre religion. Mais bien sûr, c'était certains Algériens. Mais voilà, qu'est-ce que vous pensez concernant cette situation en Algérie maintenant, en ce qui concerne de la religion, de l'influence de la religion islamique, et notamment concernant les partis politiques en Algérie. Bien sûr, non islamistes, mais qui prononçaient les slogans concernant la voie islamique pour la société algérienne. Voilà, c'est une première question. Et deuxième question, si vous permettez, concernant la situation en France. Maintenant, nous savons qu'en France, il y a beaucoup des émigrés et maintenant, nous voyons l'influence de l'islam dans la société française. Il y a le phénomène quand certains Français européens ont pris la religion de l'islam. Voilà, c'est un phénomène. Et maintenant, nous voyons voilà aussi le problème avec les immigrés, le problème avec les... C'est un problème, bien sûr, très compliqué, le problème de terrorisme, le problème de nombre des immigrés en France. Et voilà, qu'est-ce que vous pensez de cette situation en France? Qu'est-ce que peut-être nous verrons en France, dans la société française, dans le futur, par exemple? Merci beaucoup. Bien, bah ça, nous, on n'est plus tellement dans l'histoire, on est dans la politique, hein, sciences politiques, là. Donc, on n'est plus trop dans l'histoire, mais c'est pas grave. Sur la société, d'abord sur l'histoire, sur les idéologies à l'œuvre dans le nationalisme algérien, il y a plusieurs strates. Il y a bien sûr la question du communisme, qui a joué un rôle très important dans la naissance de l'étoile nord-africaine en 1926 avec le Parti communiste français. Donc ça, c'est une influence qui est indéniable. Il y a une influence, bien sûr, qui est celle du kémalisme,
c'est-à-dire de la révolution turque à l'époque, dans les années 1920, 1930, 1940. Il y a l'influence du nationalisme arabe, tel qu'il a été développé dans les années 1930. C'est aussi un aspect, disons, extrêmement important dans ces années-là, avec le nationalisme arabe, notamment porté par Michel Aflaq, en provenance de Syrie, etc., ou Sheikh Bahslan. Il y a également l'influence des frères musulmans qui ont commencé avec Hassan el-Banna en 1929. Toutes ces influences à laquelle il faut ajouter l'influence française, l'influence de la Révolution française, qui a été aussi extrêmement importante et qu'il ne faut pas nier non plus. L'influence, bien sûr, de ce qu'a représenté la rupture de la Révolution française. Et par parenthèse, beaucoup de dirigeants nationalistes algériens, dans leurs écrits, leurs témoignages, etc., se sont référés aussi à l'existence de la Révolution française contre le système colonial, c'est-à-dire la Révolution française, pour eux, c'est la question de l'égalité, était contradictoire avec l'existence d'un système colonial inégalitaire. Et d'ailleurs, le journal de Ferhat Abbas, un des leaders algériens des années 30-40, s'appelait l'égalité, tout simplement. C'est-à-dire la question de la volonté, disons, d'égalité politique, c'était fondamental. Donc, vous voyez que c'est, disons qu'il y a cette complexité d'influence dans laquelle il y a l'islam, mais vous voyez que l'histoire procède aussi par sédimentation de toute une série d'idéologies. Il n'y a pas que simplement une idéologie parmi d'autres. Il y a bien sûr une histoire qui s'est mise en mouvement dans l'entre-deux-guerres, c'est-à-dire dans les années 20, les années 30. Il y a aussi l'influence de l'extrême droite. L'extrême droite européenne, antisémite, a joué aussi un rôle dans la naissance du fascisme, bien sûr, italien, qui a eu une influence dans les nationalismes. Il ne faut pas le nier non plus. Je veux dire, par exemple, dans des pays comme la Tunisie, où l'influence du fascisme italien était aussi importante contre le système colonial. Donc, vous voyez, quand on fait de l'histoire, il ne faut pas avoir peur de penser contre soi-même et de dire tous les aspects. Et ne pas simplement se cantonner à un seul aspect dominant pour essayer de trouver une explication, une cause unique. Et c'est cela qui va se coaguler dans la guerre d'indépendance. C'est-à-dire que dans la guerre d'indépendance algérienne, toutes ces strates accumulées vont se coaliser pour fabriquer, disons, une sorte de nationalisme à base de républicanisme, de socialisme, voire même de communisme. J'allais presque même dire de maoïsme. Parce que, vous savez, j'ai discuté avec des vieux leaders de l'armée des frontières, dont je tairai le nom, parce qu'il y en a certains qui sont toujours en vie, et qui me disaient, tu sais, on était presque comme des maoïstes sur le plan idéologique. C'est-à-dire qu'on était pour l'encerclement des villes par les campagnes, c'est-à-dire par les paysans. C'était, vous savez, c'était la stratégie des villes et des campagnes que prônait à l'époque Mao Tse-tung. Il disait, nous, on lisait beaucoup tous ces trucs-là, et ça nous influençait beaucoup. Je ferme cette parenthèse, c'est pour vous donner une idée aussi. Et l'islam, bien sûr. L'islam, mais quel islam? C'est ça le problème. Quel islam? L'islam des paysans, l'islam maraboutique, l'islam des théologiens, l'islam des ulémas? Quel islam? Parce que l'islam en Algérie, c'est aussi un islam qui à la fois est un islam de type, entre guillemets, dogmatique, réformiste, oulémiste, porté par exemple par des personnages comme Ben Badis, qui a été un des grands théologiens des années 30, mais c'est aussi un islam des superstitions, c'est aussi un islam des campagnes. Il y a un très beau livre de Slimane Zeridour, qui a mon âge, et qui raconte comment dans les années 60, il découvre, disons, l'islam apporté par l'armée française via les soldats coloniaux sénégalais, qui priaient, soldats français donc, mais sénégalais, mais qui priait avec un islam rigoriste qui n'était pas son islam, qui était à base de superstitions animistes. C'était un truc extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y avait à la fois, bien sûr, l'islam théorique, théologique, qui était très important par l'intermédiaire du mouvement des ulémas, et ça, il ne faut pas le nier, c'est très important. Et puis, il y avait tout un mouvement, disons, de refus de l'Occident sur la question du djihad, c'est-à-dire de l'occupation en fait étrangère, qui existait bien entendu, et vous avez la coagulation de tous ces éléments-là. Le problème, c'est qu'est-ce qui l'a emporté de tous ces éléments? C'est ça le problème, la grande question. C'est qu'une fois que vous avez la France partie, la grande question c'est, dans le fond,
parmi tous ces éléments, quel est celui qui va s'imposer, hein, parmi d'autres. Or, ce qui s'est imposé en Algérie pendant très longtemps, c'est le modèle soviétique, c'est-à-dire la question du parti unique, hein, avec l'extinction, l'élimination de toutes les oppositions politiques, avec l'industrialisation, la collectivisation des terres, l'industrie industrialisante, le système de surveillance des populations via les agents de la sécurité formés à Moscou. Ça, c'était le système algérien quand même, hein, qui a été mis en place, qui s'est développé, hein, tout au long des années 70, 60-70 jusqu'aux années 80, et qui était fondé sur la base d'un système à parti unique. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de possibilité de parti indépendamment du parti unique. Ce n'était pas possible. Donc il y avait à la fois, disons, ce système politique contraignant, héritage d'un communisme stalinien, et en même temps, dans la société en bas, le refus de ce système par recours à la religion, c'est-à-dire à l'islam. Hein, c'est dans le fond assez classique, hein, comme processus. C'est un processus, la religion comme facteur refuge dans un système verrouillé par en haut, hein, et qui a débouché sur l'explosion des années 90, donc on connaît dans la tragédie des années 90, puisque la question du refus religieux s'est transformée en intégrisme, tout simplement, et cet intégrisme meurtrier, hein, qui, dans la société algérienne, a payé le prix très lourd, le prix très fort, avec des dizaines de milliers de morts, plus de 100 000 morts dans la société algérienne, c'est terrifiant. C'est-à-dire que vous voyez, dans le fond, le système politique hérité de cette histoire-là n'a pas permis de stabiliser, disons, l'espérance qui était née de la coagulation d'un nationalisme révolutionnaire indépendantiste. Le nationalisme révolutionnaire indépendantiste, il était le produit de toutes ces coagulations. Il était le produit de toutes ces fusions, presque. Hein. Eh bien, le fait d'avoir fonctionné de manière exclusiviste sur une seule vision, sur une seule volonté, etc., a provoqué un désir pluraliste très fort, qui existe toujours dans la société algérienne. Le désir de la pluralité, notamment, il s'exprime par exemple, il y a d'autres exemples, mais il s'exprime notamment, par exemple, sur la question berbère en Algérie. En fait, c'est un désir de pluralité politique, la question berbère. Ce n'est pas simplement une question ethnique, c'est une question politique. C'est-à-dire le fait de pouvoir exprimer des sensations, des sensibilités, des histoires différentes, hein, d'une histoire unique, d'une histoire exclusive. Il faut, disons, avoir la possibilité de travailler sur la longue durée. Et dans la longue durée, eh bien, il n'y a pas simplement que l'idéologie, par exemple, du nationalisme arabe ou du mouvement des ulémas. Il y a aussi d'autres influences, d'autres histoires qu'on trouve en amont, derrière l'histoire officielle, qui est une histoire très ancienne, une histoire de longue durée, etc. Donc, voilà à peu près le regard que moi je porte, hein, disons, sur cette société. C'est-à-dire que c'est une société qui a essayé de se débarrasser d'un système verrouillé à travers le mouvement du Hirak l'année dernière en 2019, que tout le monde connaît, bon, qui a réussi quand même à faire partir un certain nombre de personnages, de dignitaires politiques algériens. C'est quand même une révolution quand même qui s'est accomplie en Algérie, mais qui a été malheureusement interrompue par le Covid, c'est-à-dire par la maladie, hein, je veux dire, qui a stoppé le processus, hein, politique, le processus révolutionnaire qui est en attente aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire que toutes les espérances démocratiques qui ont surgi pendant ce mouvement ont disparu, pas du tout. Les espérances, elles sont toujours là. Alors maintenant, pour la France, alors là il est déjà 4h moins 10, je pourrais pas, vous savez, c'est une question énorme. La question de la place de l'islam en France, c'est une question très importante. Effectivement, il y a environ 7 à 8% de Français qui sont musulmans aujourd'hui, donc c'est un cas très important, un cas unique en Europe, hein, on pourrait presque dire ça, et donc un défi, hein, bien entendu, mais ce sont des citoyens français. Ce ne sont pas des immigrés, contrairement à ce que vous pouvez dire, ce sont des Français aujourd'hui, de deuxième, troisième, quatrième génération. Et ces citoyens français, ils réclament l'égalité de plein droit pour le logement, le transport, les loisirs, le travail. Donc c'est un défi pour la société française, à la fois, disons, de réaffirmer des principes républicains, c'est-à-dire ces principes républicains, c'est la séparation du politique et du religieux, c'est l'égalité citoyenne, c'est ça, hein, les principes républicains pour aller vite, et en même temps accepter la pluralité
culturelle de la société, c'est-à-dire ce qu'on appelle le multiculturalisme. C'est-à-dire essayer de trouver un juste équilibre entre principe républicain et multiculturalisme. Eh bien, c'est un défi unique en Europe, pratiquement, à lequel la société intellectuelle et politique française est confrontée aujourd'hui. C'est-à-dire de trouver cet équilibre entre la réaffirmation d'un principe politique égalitaire républicain, qui laisse, disons, la religion éloignée du politique, et en même temps reconnaître l'existence de cultures différentes, d'histoires différentes. Dans le fond, ce que moi je fais à travers, disons, mes travaux, ce rapport ou autre, participe aussi de la reconnaissance d'une histoire différente. Permettre de donner une histoire, disons, à ceux qui sont issus de des enfants, petits-enfants, issus de cette immigration, eh bien, c'est aussi leur dire que leur propre histoire conflictuelle, elle fait partie de l'histoire française. C'est aussi de l'histoire française. Parce que l'histoire française, c'est à la fois du système colonial, c'est de l'oppression, mais c'est aussi un refus. C'est aussi une bataille, c'est aussi une république, c'est aussi des intellectuels qui ont combattu, qui ont refusé tout cela. Alors c'est dans cet entre-deux-là qu'il faut, disons, essayer de se situer aujourd'hui. Merci, professeur Stora. Nous avons 3 personnes qui voudraient poser la question. Puisque nous sommes très limités dans le temps, je voudrais peut-être réunir ces 3 questions et vous les poser au même moment ensemble. Hein. Allez-y. Sirham Sherif, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Merci Vasily, merci Monsieur Benjamin. Ma question, elle est simple. Comment expliquez-vous la redescente de la religion dans la société algérienne, malgré la tragédie noire? C'est ça ma question. Merci. Евгения Аброскина. Женя. Allez. Madame Evgenia Abroskina, posez la question, s'il vous plaît. Oui, merci. Je voudrais poser la question suivante. Comment est-ce que ce traumatisme de la guerre est repensé aujourd'hui au niveau, par exemple, des programmes scolaires? Est-ce que le discours scolaire a changé par rapport à cette partie de l'histoire française? Merci. Maria Almakaki, s'il vous plaît. Maria El Makahla. Masha. Merci. Bonjour, je remercie pour l'opportunité de poser une question. Ma question est très simple. Maintenant, c'est bien visible que la France, en quelque sens, retourne dans ses anciennes colonies et regagne son influence. Mais en tout cas, c'est bien visible dans le cas du Liban. Je ne comprends pas ce que vous dites. Parlez en russe peut-être, c'est plus simple pour la traduction. Ah, d'accord. La question est la suivante. On constate aujourd'hui un retour très évident de la France dans les anciennes colonies. C'est très visible dans le cas du Liban. Est-ce que vous pensez que le même phénomène, d'une manière latente peut-être, aura lieu en Algérie? Et comment est-ce que les Algériens d'Algérie et les Algériens de France vont réagir à ce regain de l'influence, ne serait-ce que politique, de la France en Algérie? Доктор Амиди, s'il vous plaît. И последний вопрос, доктор Бельхамити, пожалуйста. Docteur. Dernière question, alors, parce que vous voulez que je réponde là maintenant, parce que là, il est -5, je ne peux pas rester trop longtemps. Oui, ça va, vous répondez. Oui. Ouais, je peux répondre maintenant. Alors, sur la dernière question, je ne sais pas s'il y a un regain d'influence de la France. Vous savez, partout dans le monde, ce qui recule beaucoup, c'est la langue française. Hein.
au profit de la langue anglaise, hein, qui monte, hein, ce n'est pas un secret, hein, partout dans le monde. Donc on peut dire que l'influence aussi culturelle et politique, elle se mesure au degré de propagation de la langue. Or, il y a une décroissance de la langue française, donc on ne peut pas dire que c'est une montée en puissance, hein, de l'influence française, hein. Deuxièmement, le Liban, c'est très différent de l'Algérie, parce que le Liban, c'est un État en crise profonde depuis très longtemps, et puis aussi, il faut le dire, c'est un État qui est beaucoup plus petit en taille et qui est travaillé depuis très longtemps par toute une série de phénomènes contradictoires. Enfin, je ne veux pas m'attarder sur toutes les communautés qui cohabitent au Liban depuis longtemps et qui sont en situation d'affrontement. Donc, on a une fragilité de l'État, une fragilisation même de l'État au Liban qui n'a pas du tout la même, n'est pas du tout de même nature en Algérie, hein. En Algérie, on a un État qui est beaucoup plus fort, hein, qui est sorti, qu'on le veuille ou non, victorieux de la guerre contre les islamistes dans les années 2000. Donc, ce n'est pas un État qui s'est effondré. On peut penser ce qu'on veut de cet État, mais c'est, disons, l'armée algérienne aujourd'hui est aux frontières du Mali, de la Libye. Ce n'est pas un État effondré. Donc, on ne peut pas comparer, disons, les deux États, les deux pays aussi, et par la taille, bien entendu, des deux pays qui n'est pas du tout la même. Donc, ce n'est pas du tout, à mon sens, comparable. Même si, du côté français, il y a cette volonté classique de vouloir continuer à jouer un rôle politique. Mais quel est l'État qui ne veut pas continuer à jouer un rôle dans ces anciennes sphères d'influence? Quel est l'État qui ne veut pas le faire? Tous veulent le faire. Tous les grands anciens empires ont envie de continuer à jouer dans ce qu'on appelait leur arrière-cour. Les Américains veulent continuer à jouer en Amérique latine, bien sûr les Britanniques en Afrique de l'Est, bien sûr les Français dans leurs anciennes colonies, bien sûr les Russes, qui ont été un grand empire aussi, qui ont envie de jouer et continuer à jouer dans ce qu'a représenté, disons, leur ancien empire. Donc, on ne peut pas reprocher, disons, aux États de vouloir continuer à jouer ce rôle. Le problème, c'est comment ils jouent ce rôle. Est-ce que c'est pour aider les populations, aider à l'émergence des sociétés civiles, aider à l'existence d'une démocratie politique réelle, ou au contraire, est-ce que c'est pour étouffer, disons, les aspirations démocratiques? C'est ça la vraie question, pour moi, en tout cas, c'est ça la vraie question. Deuxième question sur le problème de l'influence de la religion en Algérie. Personnellement, je ne sais pas si l'influence, disons, religieuse de l'islam en Algérie avait disparu, et puis il revient maintenant. Moi, je ne crois pas à ça. Je crois qu'il a toujours existé, mais il prend des contours différents. C'est-à-dire que l'islam, comme religion traditionnelle en Algérie, dans le fond, n'est jamais parti. Mais il a pris la forme d'un islam directement politique violent dans les années 80-90, 2000. Est-ce qu'aujourd'hui, cet islam politique radical violent est toujours aussi fort en Algérie? J'en doute. Mais la religiosité de la société, par contre, est réelle. En l'absence de perspective politique, il est évident que la religion joue un rôle de refuge, etc. Mais l'aspect directement violent, politique, radical, tel qu'on a pu le voir dans la société algérienne des années 90 avec le cortège de tragédies qui ont eu lieu, très personnellement, je ne pense pas que le courant politique de l'islam radical en Algérie puisse jouer le rôle qu'il a pu jouer il y a 20 ans. Par exemple, dans le mouvement démocratique du Hirak tel qu'il a existé en 2019, la part prise par les islamistes dans ce mouvement était quand même relativement réduite par rapport à ce qu'a représenté le FIS de 1990. On ne peut pas dire que c'est la même chose. C'est pareil, tout est pareil, etc. Les cortèges du FIS à Alger dans les années 90, que moi j'ai pu voir personnellement, les gens habillés en afghans, etc. Enfin bref, la puissance numérique, le nombre, même les femmes, hein, les mouvements de femmes islamistes manifestant contre l'Assemblée nationale en 1989, bon, c'était quand même énorme, c'était considérable. Est-ce qu'on peut dire que c'est de la même manière en 2019? Non. Très honnêtement, non. Il n'y a pas la même puissance. Mais vous avez raison, ce n'est pas un mouvement qui a disparu. Ça, c'est vrai. Ça, c'est sûr. Ce n'est pas un mouvement politique qui a littéralement été balayé de la scène algérienne. Ça, c'est évident. Mais il ne joue pas le même rôle. Parce qu'il est aussi un mouvement qui négocie avec le pouvoir, qui négocie, disons, des places, des possibilités d'entrée, aussi du commerce, entre guillemets. Hein. Je veux dire, c'est pas, on n'est plus, disons, dans cette espèce de radicalité de la jeunesse
des années 90 qui s'étaient engouffrés, disons, dans cette tragédie, il faut dire la vérité, des années 90. Donc, vous voyez, quand on porte un regard d'historien, il faut à la fois noter les continuités, c'est-à-dire que l'islam a toujours existé en Algérie dans toutes ses variantes et ses composantes, mais en même temps, il faut noter les discontinuités, c'est-à-dire ce qui est, disons, différent. Et ce qui est différent, c'est l'existence d'un islam politique comme parti du peuple entier, c'est-à-dire comme parti unique du peuple entier, comme successeur, disons, du parti unique, et qui était en situation d'ascendance et de puissance, j'allais presque dire irrésistible, entre guillemets, dans les années 90-93. C'est plus le cas aujourd'hui. Donc, je vois plus une société déboussolée, j'allais presque dire découragée, plutôt qu'une société qui va directement vers l'islam politique, vers la violence et la radicalité. Je vois plutôt beaucoup de jeunes aujourd'hui qui veulent quitter l'Algérie, plutôt que d'aller dans les maquis. Vous voyez, c'est ça aujourd'hui, malheureusement. Le ton dominant de ce qui se passe en Algérie, c'est comme ça que je le vois. Donc la question, c'est que l'espérance démocratique ne s'est pas éteinte, mais il y a beaucoup de découragement qui existe, notamment dans la jeunesse. Voilà pour les 2 questions qui m'ont été posées. Je crois que j'ai pas. Moi, je vous donne mon point de vue. C'est pas des certitudes à chaque fois, etc. C'est pas une science exacte. Je vous donne simplement le point de vue de quelqu'un qui, depuis 40 ans maintenant, parce que ça fait pas mal de temps, qui fréquente entre guillemets l'histoire algérienne, l'histoire du nationalisme, l'histoire des rapports franco-algériens, qui a beaucoup écrit sur toutes ces questions, les biographies, etc., et qui essaye de trouver, j'allais presque dire, la juste mémoire. Essayer de trouver l'équilibre et la juste mémoire pour essayer de sortir de cela. Alors, la 3e question qui m'a été posée, sur la question des manuels scolaires. Les manuels scolaires en France ne sont plus les mêmes qu'il y a 20 ans. On peut pas dire rien, là aussi, on ne peut pas dire rien n'a changé, on n'enseigne plus l'histoire, on n'enseigne pas l'histoire. Ce n'est pas vrai. L'histoire de la colonisation aujourd'hui, elle est enseignée en France. D'abord parce qu'il y a un public scolaire issu des immigrations postcoloniales qui est en demande, qui revendique, qui veut savoir son histoire. Donc on ne peut pas faire comme si tout ça n'existait pas. Ça existe. Donc les programmes scolaires ont été obligés de s'adapter, mais avec beaucoup de retard, énormément de retard. Donc on a effectivement des cours qui existent sur la guerre d'Algérie, des sujets au concours qui sont tombés au baccalauréat, par exemple l'année dernière, sur la guerre d'Algérie. Bon, ça c'est évident. Mais ce qui est peu étudié par contre, c'est la conquête coloniale. C'est-à-dire les Français ignorent tout de la conquête coloniale. Par exemple, ce qui s'est passé en 1845, en 1850, ça ils ne savent pas. Mais ils connaissent de mieux en mieux la guerre d'Algérie. Mais ils connaissent toujours très mal l'histoire de la conquête et de la colonisation dans ce pays. Et c'est ce handicap-là qu'il va falloir essayer de surmonter. C'est encore un défi supplémentaire qui est posé aux historiens français, c'est-à-dire de remonter en amont, le curseur, il faut remonter le curseur et travailler sur le colonial dans sa première version en amont, et même dans le pré-colonial. Je sais qu'on parle beaucoup du post-colonial, mais aujourd'hui, à la limite, une des questions les plus importantes, à mon sens, qui se pose, c'est le pré-colonial. C'est-à-dire comment est-ce qu'on a basculé dans la colonisation? Comment des sociétés ont pu, disons, être, entre guillemets, pulvérisées, occupées ou détruites par la colonisation, ou reconstruites par la colonisation. Et donc le pré-colonial, à mon sens, en particulier la question de l'Empire ottoman, est une question très importante qui est posée dans l'histoire algérienne. Voilà, je vous remercie. Je suis malheureusement obligé de vous quitter. Et j'espère qu'on refera ça. On refera dans cette discussion à bâton rompu entre nous. Vous habitez à Moscou, madame? Je vois en face de moi qui m'a posé la question sur l'Algérie d'aujourd'hui. Chérif Sihab. Chérif Sihab, je suis d'Alger. Vous êtes à Alger en ce moment? Oui, à Alger, de l'université d'Alger 2. Non, mais là, vous vivez à Alger en ce moment ou à Moscou? Oui, je vis à Alger, je vous parle d'Alger. Il faut me parler d'Alger, d'accord. Oui, voilà. On ne sait plus où sont les gens. On sait plus oui, à Tunis, à Alger, à Paris, on ne sait pas. C'est ça, voilà la technologie. Oui, tout à fait. Voilà sur la société algérienne. Voilà. Enchanté, très enchanté. Merci beaucoup. Je voudrais
intervenir dans la mesure du possible, Нет. s'il vous plaît. Профессор Стара. Monsieur Storin, si vous avez encore 5 minutes, 5 minutes, pas plus. Hein. D'accord, on vous promet 5 minutes. Docteur Belhamid, 1 minute pour vous. Professeur Stora, est-ce que vous Oui, très bien. m'écoutez? Allez-y. Bonjour, professeur. Moi, je suis honoré aujourd'hui de vous parler. C'est un grand honneur aujourd'hui pour vous. Spasiba Gaspadino Vassili. Merci pour M. Vassili qui a eu le courage et le bonheur de nous organiser cette rencontre exceptionnelle avec vous, professeur. J'ai eu l'idée de vous envoyer le mois d'octobre une invitation pour pouvoir assister au forum scientifique de Kazan sur Russie-Afrique. Ouais. Et je me suis permis aussi, parce que je me sens complètement avec vous, frère de territoire et d'origine. Je suis d'Algérie. Actuellement, je suis à Lille, j'habite à Lille. Et j'ai fait mes études à l'université de Moscou-Lomonosov. J'ai un PhD et actuellement, je prépare un deuxième PhD en relations internationales triangulaires dans le thème Russie, France, Algérie. Et c'est dans ce sens-là que je me suis permis de vous envoyer cette invitation d'honneur, de professeur d'honneur qui a passé 40 ans de sa vie pour parler de mes aïeuls et parler de mon histoire. Vous méritez le meilleur mérite, professeur. C'est pour ça que je réitère mon invitation pour pouvoir réfléchir sur ce qui est en train de se dire actuellement dans les cafés, dans les restaurants, dans les cercles culturels en Algérie. D'ailleurs, c'est mon thème, de pouvoir avoir une approche beaucoup plus académique. Bien sûr, actuellement, politique, elle stagne dans la mesure où il y a des négociations, ce qui est négociable et sur ce qui n'est pas négociable. Ça coince. Monsieur Chiri présente ses arguments. Vous, en tant que représentant délégué par son Excellence, Monsieur Macron, donc là, nous avons une approche beaucoup plus scientifique, académique, dans le cadre de l'histoire, de l'anthropologie. Il y a énormément de textes qui sont encore ouverts, qu'il faudrait développer. Et, allô. Да, мы вас слышим. Parce qu'il n'y a pas de questions, là. Je ne sais pas quoi dire. Спасибо, доктор Белхамид. Il faudrait développer et leur donner. Je termine, professeur Vassili. Il faudrait développer et dans la mesure du possible, créer ce comité triangulaire France, Russie, Algérie et travailler tous ensemble avec votre direction, Monsieur Stora. Je vous remercie pour votre compréhension. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour terminer notre rencontre, je donne la parole au professeur Habib Kazdaghi. S'il vous plaît, votre micro. Micro, s'il vous plaît. Allumez votre micro. Oui. Salut tout le monde. Et juste une petite question. Vous allez présenter votre rapport au président de la République. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de votre mission? Donc, à la fin de votre mission, il y a une collègue historienne algérienne. Je voudrais savoir, est-ce que ça dit quelque chose, votre mission en France, parce qu'elle parle de l'Algérie. Est-ce qu'il y a eu un répondant du côté algérien, du côté comment elle a été prise, votre mission, une mission officielle, comment elle a été prise par nos collègues en Algérie et par les autorités algériennes. Voilà.
Écoutez, on va terminer là-dessus. Moi, je dois rendre mon rapport Oui, oui, à je sais. la mi-janvier. Donc, ce sera dans le rapport les propositions que je fais sur à la fois sur la difficulté mémorielle et sur la possibilité ou pas d'une réconciliation, d'un passage. Personnellement, je n'ai jamais pensé qu'on pouvait faire, par exemple, une histoire commune. Ça, je ne crois pas, hein, qu'on puisse écrire une histoire commune entre la France et l'Algérie, mais on peut essayer de trouver des voies de passage, par exemple sur les archives, la consultation des archives. On peut trouver des voies, des moyens de restitution, de passage, etc. Il y a aussi, bien sûr, d'autres possibilités, disons, d'accords sur la question de l'audiovisuel, sur naturellement les échanges d'étudiants interuniversitaires. Bien sûr, il y a aussi des questions qui sont beaucoup plus brûlantes, comme les disparus de la guerre. Bon, il y a ces questions qui sont des questions lourdes, des questions importantes. Vous voyez, ce sont des questions très pratiques mémorielles, ce ne sont pas des questions idéologiques. Moi, j'ai essayé de tracer des voies pratiques, de faire des propositions pratiques, et non pas d'écrire le énième livre d'histoire que j'ai par ailleurs pu écrire, hein, comme La gangrène et l'oubli, Le transfert d'une mémoire, Les mémoires dangereuses. Tout ça, j'ai écrit tous ces livres, hein, il y a 20 ans, il y a 30 ans, etc. Mais là, ça m'a paru intéressant de le faire, de répondre positivement à cette invitation, parce qu'il s'agissait, disons, presque pour moi, d'une sorte de travaux pratiques. C'est-à-dire de mettre en application à l'âge que j'ai, puisque j'ai 70 ans maintenant, le temps passe, hein, donc, à l'âge de 70 ans maintenant, après 40 ans de travail, même plus, depuis le travail que j'ai pu faire avec mon vieux maître Charles-Robert Ageron, j'ai même connu Charles-André Julien, donc c'est vous dire, ou Gilbert Meignet, etc. Donc depuis toutes ces années, y compris à Habib Kasdarli, que je connais depuis très longtemps maintenant, tout ce travail, toutes ces rencontres, tous ces historiens que j'ai pu voir, etc., bien, dans le fond, pourquoi pas essayer de trouver un aspect pratique à la mémoire. Manuel scolaire, visa pour les étudiants, guide pour trouver les disparus, possibilité d'échange d'archives ou d'accès aux archives, facilité. Vous voyez, ce sont des questions, des questions, il y en a beaucoup, hein, il y a beaucoup de questions pratiques qui bloquent sur la question de la mémoire, et à partir de là, ben, on peut espérer la constitution de commissions d'historiens, d'archivistes, de commissions intellectuelles qui puissent travailler ensemble, échanger, etc. Donc c'est ça à peu près mon point de vue, c'est pas d'essayer d'écrire une histoire définitive sur la colonisation, sur la guerre d'indépendance algérienne, c'est pas du tout, disons, mon point de vue. J'ai jamais eu ce point de vue-là. D'ailleurs, j'en avais discuté avec le président de la République française quand il m'a proposé cette mission. Je lui ai dit, moi, je n'ai pas l'ambition d'écrire une histoire commune, hein, et de faire un manuel scolaire. Hein. Ça, c'est pas possible. Ça. Ce que je veux simplement, c'est tracer des voies, tracer des passerelles et trouver des compromis de mémoire, et donc d'aller, pour ce que disait Paul Ricoeur, de trouver la juste mémoire qui permette d'arrêter la haine, d'arrêter la guerre, d'arrêter les exclusives, les vérités toutes faites, les discours tout prêts. C'est très fatigant. Vous savez, en France aujourd'hui, on a beaucoup d'idéologues qui fonctionnent à la guerre, qui fonctionnent à la haine, qui fonctionnent à l'ostracisme, qui fonctionnent au buzz, c'est-à-dire la désignation de l'autre. Ils ne travaillent plus à la complexité, ils ne travaillent plus à l'entre-deux, ils ne travaillent plus à la recherche de passerelles, ils veulent la guerre. Moi, je ne suis pas dans cette perspective-là. Je suis dans une perspective de dialogue, dans une perspective de passerelle entre les deux rives de la Méditerranée. Et je veux qu'on sorte de cette culture du buzz et de la haine, parce que c'est très fatigant, très, très épuisant de voir sans arrêt des gens qui ne font que dénoncer, qui ne font que casser, mais qui ne proposent rien. Je veux dire, bon, depuis que j'ai eu cette mission, j'ai reçu beaucoup d'insultes, d'injures, sur on ne fera rien avec l'Algérie, il n'y a rien à faire avec le Sud, il n'y a rien à faire avec les musulmans, avec l'islam, j'en passe et des meilleurs. Hein, j'ai reçu comme ça énormément d'articles, d'insultes, etc., parce qu'ils ne veulent rien faire par paresse intellectuelle. Parce que derrière tout ça, il y a beaucoup de paresse. C'est-à-dire qu'on reste dans des stratégies, dans des situations de discours tout prêts, de discours convenus,
où on ne veut pas penser contre soi-même, on ne veut pas avoir un exercice critique de l'histoire. On veut une histoire préétablie, avec des vérités définitives. Eh bien, c'est contre ça, dans le fond, que je me suis battu toute ma vie et que je vais essayer de continuer, peut-être en m'attirant des critiques très vives des deux côtés de la Méditerranée, parce que les critiques viendront, je le sais, des deux côtés. Hein, ceux du côté français qui diront qu'on ne fait rien, il ne faut rien faire avec l'Algérie, etc. Mais ça viendra aussi du côté algérien sur le fait que ce n'est pas assez révolutionnaire, ce n'est pas assez progressiste, nationaliste, dans la dénonciation, etc. Il faut encore aller toujours plus loin, de manière plus violente, etc. Donc je sais très bien qu'il y aura ça, mais je sais aussi qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde qui en ont un petit peu marre de ces guerres de mémoire et qui voudraient quand même qu'on puisse, comme ça a été dit avant moi, par le professeur avant moi, qu'on aille sur le terrain de l'histoire académique, l'histoire complexe, qu'on puisse avoir des circulations, des forums réels de discussion et de circulation, parce qu'on a besoin de ça aujourd'hui. On a besoin de ça aujourd'hui, de se comprendre les uns les autres. C'est fondamental. Et qu'on arrête les séparations, je veux dire, à la fois culturelles, religieuses, etc. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Là, je suis malheureusement obligé de vous quitter. Là, il est 4h20 ici à Paris. Et donc, je vous Спасибо dis merci большое. beaucoup et au revoir pour tout. Merci. Спасибо большое, профессор Стара. Merci. Merci beaucoup, professeur Stora. Merci. 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 Et on Merci. espère vous revoir. Коллеги, но мы можем продолжить. Chers collègues, par contre, nous avons encore un peu de temps. Si vous avez des commentaires, des idées sur ce qu'on vient de dire, on peut continuer notre discussion. Monsieur Kuznetsov, est-ce que je peux dire deux mots? Merci beaucoup. Je suis ravi aujourd'hui d'être présent à votre excellente conférence. Vous avez invité un grand historien de l'Algérie. Il a étudié différents milieux algériens pendant 40 ans. Récemment, j'ai invité M. Stora à participer au forum à Kazan. Et là, j'ai pu avancer ma proposition de créer une commission tripartite France, Russie, Algérie pour étudier ces questions dont certaines sont en cours ouvertes. Aujourd'hui, je propose, je vous remercie de cette occasion qui m'a été offerte de prendre la parole devant vous. Je réitère cette proposition. Et alors, avec vous, Vassili, je pense qu'il faut réfléchir à la création d'une commission de recherche qui se spécialisera dans le domaine de l'Afrique du Nord, puisque c'est un sujet d'actualité, la Russie, l'Afrique, vous savez, récemment, et surtout l'Algérie, c'est un partenaire géostratégique pour la perspective, pour des horizons à venir en Afrique. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, merci, professeur Belamiti. Je crois qu'il faut discuter cette idée plus au fond. Je pense qu'il serait intéressant de faire une commission à 4 parties, comprenant des chercheurs tunisiens également, puisque nous avons un collègue tunisien avec nous aujourd'hui, chercheur très connu. Je pense, puisque nous sommes en train de réaliser un projet pareil sur l'histoire du Golfe avec nos partenaires du Bahreïn. Et donc peut-être que ce serait intéressant
Aujourd'hui, on peut se parler sur Zoom. Et si le professeur Kazdagbi est prêt à participer, je serai ravi. Je me permettrai de rajouter, je voudrais confirmer mon attitude très positive. J'ai une vision très positive de cette idée de rétablir des relations entre les anciens colonisateurs et les anciens colonisés. Pourtant, quant à la colonisation française, à l'exemple de l'Algérie et du Liban, par exemple, pour moi, vu une grande atrocité que les Français ont manifesté en Algérie, il y a des évaluations minimales comme quoi environ 1 million d'Algériens sont morts et il y a beaucoup de mémoires, beaucoup aussi d'atrocités qui sont vraiment inexplicables. Je pense notamment au 8 mai 1945, lorsque les Algériens ont manifesté pour réclamer leur indépendance que la France avait promise en cas de victoire sur les nazis. Et donc, le jour de cette victoire, qu'est-ce que les Français ont fait avec ces manifestants? Alors, à votre avis, est-ce que la France a fait suffisamment pour rétablir ses relations après des événements aussi sanglants, aussi difficiles? Quant au Liban, aujourd'hui, la France, en la personne du président Macron, dans le cadre de son initiative, essaie d'avancer une initiative pour régler le problème libanais. Je suis libanais et je n'arrive pas à oublier que le système même confessionnel du Liban a été mis en place par les Français et d'une manière constitutionnelle lors du mandat français sur le Liban, lorsque, n'est-ce pas, le Grand Liban, dans les frontières actuelles, a été créé. Ces divisions de postes entre les représentants des confessions différentes, est-ce que ceci rentre dans le cadre de la démocratie occidentale ou française dont on parle beaucoup aujourd'hui? Merci. Merci, Michal. Je crois que les relations entre les anciens colonisateurs, les métropoles, et les colonies ou bien les protectorats anciens sont un sujet très fragile, très sensible, que certains instrumentalisent pour des raisons politiques, pour utiliser dans le cadre d'un discours politique des deux parties, de deux côtés. Je crois donc, je ne peux pas juger puisque je suis chercheur russe, je suis russe, je suis un chercheur russe, et je ne peux pas juger si la France a fait suffisamment ou non. Mais je vois qu'il y a toujours eu des opinions très divergentes au sein de la société française à ce sujet. Le professeur Stora en a parlé, Charles-André Julien a notamment été évoqué aujourd'hui, il a joué un rôle, d'autres intellectuels français également qui ont soutenu le mouvement national en Afrique du Nord ou dans d'autres pays du monde arabe. D'autre part, il faut avouer que nous nous rappelons également les Algériens et les autres représentants des pays arabes qui ont coopéré beaucoup avec les puissances coloniales. Donc, pour avancer, je crois qu'il faut bien reconnaître que tout héritage colonial est une question très difficile, très compliquée. Il ne faut pas oublier l'époque du colonialisme, il ne faut pas oublier les crimes et les atrocités du colonialisme,
Mais il faut avancer. En même temps, je pense que vous serez d'accord avec moi, l'Algérie est fortement liée avec la France et le Liban est également lié à la France par des liens très forts. Docteur Cherif, à vous la parole, s'il vous plaît. Siham? Oui, merci Vasily. Juste pour appuyer sur la suggestion de M. Belhamiti, de la commission académique à 4 parties, je suis d'accord avec ça aussi, algérien, tunisien, russe et française. Aussi, autant que laboratoire de religion et société, on peut faire ce qu'il faut faire dans cette commission. C'est un projet très intéressant et il nous donne l'occasion d'élargir nos horizons parce que on est coincé ici, et je parle de tout, coincé dans un point de vue unidimensionnel. Alors, une telle commission, ça nous ouvre les horizons. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. Merci, Vasily. Merci. Evgenia, je vois votre main levée. Evgenia Abroskina. Mais d'abord, est-ce que Habib, est-ce que vous pouvez réagir à l'idée du docteur Belhamiti? Seulement, Habib, mettez votre microphone, s'il vous plaît, allumez votre micro. Oui, merci. Je suis tout à fait favorable, mais d'ailleurs, je suis l'initiateur d'un texte qui a été publié en France et en Tunisie au mois de juin dernier, mais ça a été écrit avec une collègue française parce que il y a eu une séance houleuse au Parlement tunisien et on avait voulu condamner la France. Donc l'idée, c'est une motion contre la France. Finalement, la motion n'est pas passée. Et on s'est dit, est-ce que les Tunisiens veulent le retour de la France? Donc, en réalité, ça a donné, parce qu'en fait, le problème existe. C'est pour cela que j'ai posé à ma collègue algérienne quelles étaient les réactions par rapport à la mise en place de la mission de Benjamin Stora qui a été faite, qui a été décidée par le président français. Est-ce que parmi les universitaires en Algérie, est-ce qu'il y a eu des réactions à cela? Parce que c'est notre devoir. Nous sommes des universitaires qui sommes réunis aujourd'hui. Nous voulons apporter notre contribution parce que ce n'est pas les politiques qui vont régler, c'est ni la mémoire, ce n'est pas ni les politiques, ni les gens qui vont, parce qu'il y aura toujours plus de mémoire, donc plus de blessures. Et seule l'histoire est capable d'apaiser. Et donc, c'est dans ce sens-là que il faut tout d'abord qu'il y ait une collaboration. Est-ce qu'il y a une mise en place d'une collaboration? Je suis tout à fait favorable pour l'idée que présente Si Belhamiti, mais surtout si Madame Cherif nous dise est-ce qu'il y a eu des réactions de la part des collègues algériens sur cette mission de laquelle il a été chargé Benjamin Stora en France. Je ne sais pas si elle m'a écouté. Oui, merci. Madame Cherif, vous êtes toujours là? Siham? Donc, je propose de donner plus tard la parole à Madame Cherif, mais je pense que ce sujet nécessite une discussion plus détaillée et plus profonde. Je ne crois pas que pour le moment, nous sommes prêts à donner une réponse, mais de toute façon, on reste en contact et on va revenir vers cette question après les fêtes de fin d'année.
Je donne la parole à Madame Aposkina. Et bonjour, chers collègues. En fait, je voudrais faire une remarque. Je ne suis pas historienne, je suis anthropologue et j'étudie certaines pratiques en Tunisie. J'avais une réplique en réponse à Michel, puisque je pense, peut-être je suis naïf, mais je pense que quand nous parlons d'un dialogue et des relations entre l'Algérie et la France, ou bien la Tunisie et la France, nous parlons de ces rapports en tant que blessures du passé qui ont besoin d'être remédiées et il faut rétablir des nouvelles relations. Là, je parle à la base des paroles de mes amis tunisiens qui disent que le monde colonial est toujours là. Et effectivement, très souvent, la France continue à être un colonisateur, mais il adopte une des nouvelles formules et se présente en tant que mobile qui, en quelque sorte, essaye d'aider, de restaurer, je dirais, les nouveaux pays, la politique de Bourguiba. J'aime beaucoup Bourguiba puisque je travaillais beaucoup à Monastir et mon mari est originaire de Monastir, mais c'était une sorte de lacune politique et on n'a pas saisi beaucoup d'opportunités politiques. C'est une question philosophique, mais dans quelle mesure nous pouvons parler d'une coopération à pied d'égalité entre les pays, anciens pays du tiers-monde et les pays européens? C'est ça ma question, plutôt un commentaire. Merci. C'est une question bien compliquée. Est-ce que quelqu'un pourrait répondre, docteur Belhamidi? Je vous en prie. Et merci beaucoup. Je vais essayer de parler en français pour répondre à cette question, et pour répondre à Habib et à Evgenia également. Oui, voilà, je me permets, comme je viens de dire en russe, docteur Kasdarli, monsieur Habib, je suis pleinement d'accord avec vous et dans le sens aussi de madame Siham. Actuellement en Algérie, vous savez, et je pense que même en Tunisie, et je pense aussi que même au Maroc, parce que quand même, c'est une page d'histoire que nous avons vécue, que nos peuples ont vécu, et que ce n'est pas évident du jour au lendemain qu'un peuple qui a été décimé à travers l'histoire, pour ne citer que mon collègue, mon collègue le Libanais, quand il donne l'exemple en 1945, le peuple algérien est sorti pour fêter la victoire contre le fascisme. Et en fêtant la victoire contre le fascisme, c'est une promesse qui leur a été donnée parce qu'ils ont participé à la guerre de libération. Ils sont sortis pour fêter et la victoire et l'indépendance. La réponse était quoi? 45 000 de victimes en 2-3 jours. Sétif, Kherrata, Batna, ces villes qui ont connu ces moments de sang et de problèmes. Mon opinion actuellement, et c'est l'opinion de toute la diaspora intellectuelle qui se trouve en France, et les immigrés algériens, c'est près de 6 millions qui sont sur place dans les différentes sphères de l'activité politique, académique et scientifique de la vie quotidienne française. C'est quand même une population très importante. Le peuple algérien actuellement est en train de discuter, de mener une discussion avec le représentant
de l'Institut des archives, M. Chiri, qui a été désigné par le président, M. Tebboune Abdelmajid, pour pouvoir mener cette discussion pour rétablir la mémoire et le rapprochement entre les deux peuples. Le peuple algérien est en train de dialoguer avec M. Chiri en lui disant « Vous, vous représentez un aspect politique, nous, le peuple, nous sommes en train de vouloir trouver des mécanismes et des solutions pour qu'on puisse faire notre deuil. Nous avons perdu 1,5 million, ce qui a été noté. Ne parlons pas d'autres chiffres. Nous avons perdu nos aïeuls, nous avons été décimés, on a été massacrés dans notre dignité. Maintenant, nous voudrions faire notre deuil. Et c'est pour cette raison que la sphère intellectuelle algérienne est en train de réfléchir sur une possibilité de ce rapprochement intellectuel pour pouvoir trouver des mécanismes d'explication aux deux peuples. Parce que nous sommes sur le même bassin méditerranéen et nous avons tout intérêt à trouver des solutions pour qu'on puisse vivre ensemble et construire ensemble une région de paix sans terrorisme, une région de développement pour que les peuples d'Asie, d'Eurasie puissent contribuer à leur développement économique au niveau du continent africain. C'est pour ça que nous avons, à notre niveau intellectuel, réfléchi sur la possibilité de créer cette possibilité d'approche historique, de réflexion historique, russo, franco, algérien, tunisien, maghrébin, pour pouvoir confronter les deux approches. Parce que nous savons que l'approche, l'école soviétique et l'école russe, elle a une approche autre que l'école européenne. L'école européenne, si on se réfère à Frantz Fanon, par exemple, qui a écrit pas mal d'approches sur le néocolonialisme, le colonialisme, comme elle le dit Madame Génia, jusqu'à présent, il y a cet aspect qu'il faudrait régler. Par contre, l'école soviétique, elle a une approche. Par contre, l'école soviétique, elle a une autre approche. C'est l'amitié entre les peuples. C'est le rapprochement des uns et des autres. Trouver des mécanismes pour la stabilité dans la région, dans le monde. Voilà, cette idée, elle est en train de se développer en Algérie. Et aujourd'hui, je suis très content que M. Habib se joigne à nous. Vive la Tunisie, vive ce rapprochement, travaillons ensemble, proposons des possibilités, faisons connaître l'approche, faisons connaître l'approche soviétique, l'académie soviétique, comment il voit ce rapprochement entre les peuples et l'amitié entre les peuples à nos concitoyens et nos chercheurs algériens et nos chercheurs algériens qui sont en France. C'est de cette manière que je pense que nous pourrons trouver des solutions, non pas politiques, mais académiques et des solutions humaines. L'humain, vivre ensemble. Spasiba вам. Merci beaucoup, le docteur Melhamid. Je voudrais rebondir sur les paroles d'Evgenia Abroskina. Je serais d'accord quand vous dites que le colonialisme dans différentes formes est toujours là. Le colonialisme existe, mais il change de méthode, de visage. Pas forcément le colonialisme, mais tout ce qui est lié à ce phénomène, tous ces phénomènes négatifs, c'est le racisme, c'est la xénophobie, c'est l'idée de supériorité de certaines nations. Et je voudrais justement soutenir les paroles de Dr Belhamiti quand nous parlons des aspects politiques, militaires, bien économiques, dans les relations entre les États. On ne pourrait parler de l'égalité, mais quand nous parlons des aspects humanitaires, aspects culturels, dans ce cas, nous ne serons pas naïfs à considérer que là, il y a une seule stratégie, une stratégie de domination. Et je pense quand même que les liens humanitaires qui ont été mentionnés par M. Stora,
par M. Belhamiti, par Madame Siham. Donc, ça peut nous aider à assouplir des phénomènes négatifs. Bien sûr, on ne pourrait pas supprimer, mais on peut les réduire et rechercher peut-être en quelque partie cette égalité et nous ferons notre maximum pour le faire. Chers collègues, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait prendre la parole? Boris Dolgov, le professeur Dolgov. Merci beaucoup. Et nous avons soulevé toutes sortes de questions importantes qui préoccupent sans aucun doute les anciennes colonies et la société et des pays colonisateurs également. Et en effet, la création d'une commission et ce travail d'ensemble pour surmonter ces blessures de cette période coloniale, c'est une mission très importante. Mais je voudrais m'adresser à une question, plutôt un problème qui est aussi très important. Nous avons mentionné l'école soviétique, la période de l'Union soviétique, ses slogans, l'amitié des peuples, l'égalité, la fraternité. En effet, ce sont des choses très importantes. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Regardez le monde occidental. C'est une crise profonde dans la société américaine que nous voyons. C'est évident, qui a été provoquée notamment par les problèmes de racisme qui sont toujours là. Quoique les États-Unis, ce n'est pas un pays colonial, mais ce problème existe. Déjà dans les années 60, on croyait que ce problème était résolu puisque les Américains ont reçu tous les droits, mais ce n'est pas le cas. Nous avons une crise extrêmement profonde en Amérique. Regardez l'Europe, la France, maintenant les Gilets jaunes et dans d'autres pays européens également. Là, nous voyons aussi une crise sociale, économique, qui est bien sûr est aggravée par la pandémie. Mais ce que je veux dire, c'est que les causes profondes de cette crise dans les États-Unis, aux États-Unis, en Europe, c'est que ce modèle socio-économique qui existe, qui est réalisé par la plupart des pays du monde, est en crise actuellement. Je ne vais pas parler longtemps, mais regardez d'autres pays qui utilisent un autre pays, la Chine par exemple. Ce sont des conquêtes dans l'exploration spatiale, la recherche scientifique, et ils proposent une autre voie de développement, c'est la convergence des opportunités positives d'un modèle autre qui existait depuis 5 ans. Et ce que proposaient d'autres idéologues, des idées socialistes, la convergence du socialisme avec d'autres modèles socio-économiques. À mon sens, c'est une question très importante. Merci, chers collègues. Qui est-ce qui veut dire un mot encore? Chers collègues, je vais juste voir si dans le chat... Il y a ma collègue Nora qui a... Oui, de Nora. Berlin, elle a voulu parler. Nora, s'il vous plaît. Oui, Nora. Nora. Tout d'abord, je remercie mon ami Habib de m'avoir invité et les organisateurs, car je suis moi-même algérienne et française, ou française algérienne, vivant à Berlin, et je suis historienne de l'histoire de l'Empire ottoman. Et donc, je voulais tout d'abord réagir, et c'est dommage que Benjamin Stora nous ait quittés, mais je pense que son constat est très bien fait. Sauf que
il aurait pu peut-être préciser que d'un point de vue de l'État, les universitaires, d'une certaine manière, n'ont pas pu faire leur travail. Et aujourd'hui, c'est très bien que l'on fasse ce type de rapport. Je n'ai pas lu le rapport, donc je ne fais pas de procès d'intention, mais je trouve que il y a un danger à parler des imaginaires, à parler des mémoires. Et ça, c'est bien de parler des mémoires et des imaginaires, mais faire l'histoire, c'est pas du tout une compilation de mémoires. C'est une méthodologie et c'est pour ça que je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Habib. C'est pas l'État qui doit non plus aussi donner le temps comment les historiens doivent travailler. Et je pense qu'une des premières méthodologies, c'est de laisser faire les historiens. Et je pense que ça, c'est pas fait. Et je trouve dommage, et peut-être que c'est bien déjà avec d'en discuter aujourd'hui, parce que depuis Berlin, j'avoue que j'ai vraiment du mal à trouver des plateformes pour discuter de tout ça. Et je me dis, en tant que Française et Algérienne, c'est encore une génération de gâchés. Et je trouve dommage de pas pouvoir convoquer beaucoup plus largement des historiens qui travaillent depuis longtemps et qui travaillent aussi dans la diversité. Et donc, je pense que c'est bien que depuis Moscou, on ait une perspective différente de cette histoire parce qu'elle est salutaire, comme elle est salutaire depuis Tunis, où les historiens sont beaucoup plus avancés, je pense, parce que j'observe les sociétés du monde arabo-musulman, depuis la Syrie à la Tunisie, et je pense qu'aujourd'hui, l'histoire, en tant que science, pâtit beaucoup, et je pense que c'est très très bien qu'on puisse aujourd'hui ne serait-ce que discuter entre nous, parce que c'est jamais fait en réalité. Et donc, je voulais d'abord vous remercier pour cela, et puis dire aussi qu'une histoire de la période ottomane, parce que j'ai entendu dire que le peuple algérien n'existait pas, mais je pense qu'à Moscou, ce qui serait bien aussi, c'est d'enseigner l'histoire des empires, et qu'en Algérie, il y avait différents empires, et juste avant la colonisation, c'était l'Empire ottoman, et donc ça permettrait de comprendre aussi comment une région est colonisée et qu'est-ce que c'est un empire, voilà, et qui n'a rien à voir avec l'empire colonial français. Et c'est vraiment très important de pouvoir le dire, et que ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est de travailler avec la méthodologie de l'histoire. Et la méthodologie de l'histoire n'a pas, comme l'a dit Ibn Khaldoun, n'a pas de nation, c'est une science. Voilà. Donc, je vous remercie en tout cas pour cette impulsion. Merci, docteur Lafi. C'était une pensée très importante que vous venez d'avancer, c'est ça. Je me rappelle un jour, un show télévisé, une émission, une discussion télévisée, un présentateur a dit « L'histoire, c'est un sujet trop important pour qu'on puisse la laisser à la merci des historiens. » Souvent, en Occident, comme dans le monde arabe, comme en Algérie, dans de nombreux pays, nous, les historiens, nous sentons que il y a des milieux qui ne veulent pas nous confier l'histoire. Hein. Ils veulent diriger eux-mêmes. Voilà. Docteur Belamiti. Et ensuite, je donne la parole à Habib. Merci, monsieur Vassili. Spasiba, Vassili. Je me permettrai d'enchaîner sur l'intervention de ma collègue, Madame Nora. Bien sûr, j'ai très bien perçu le passage de M. Stora quand il parlait de la nation.
de l'Algérie ou bien du Maghreb, des peuples, etc., c'est un point qui est très sensible. C'est un point qui fait référence à une vision, désolé, mais c'est une vision coloniale. Madame Mora a très bien de mentionner ce point parce que il y avait les empires, il y a toute une histoire, depuis les Grecs, les Romains, et j'en passe. Il y a des écrits qui ont été écrits non seulement dans le monde soviétique russe, mais aussi, même en France, des gens honnêtes qui ont écrit des passages d'histoire sur l'Afrique du Nord et même l'Afrique. Je ne voulais pas citer, je ne voulais pas discuter ce point avec M. Stora parce que c'est un point très sensible et par politesse à tous les collègues, j'ai préféré le remercier d'avoir dédié ses 40 ans de recherche sur l'Algérie. En fait, sa bravoure, la bravoure de M. Stora, c'est quoi? C'est le matériel vivant de l'Algérie qui a rassemblé et il a écrit un matériel qui existe, il l'écrit, il le présente. Tant mieux, c'est bien. Mais aujourd'hui, nous, on lui propose, venez, Monsieur Stora, on va se rassembler autour d'une table, on va créer un comité, un laboratoire de recherche et qu'on écrive cette histoire qui est, d'une manière ou d'une autre, déformée. Nous avons des mécanismes. On a fait l'école soviétique. On a compris comment l'approche de l'école soviétique et celle de Leningrad. Les écoles de Moscou, de Leningrad, de Prague, ils ont fait des réalisations dans tous les domaines, linguistique, économie, histoire, etc. Ainsi, nous avons l'occasion de dire ce que nous voulons dire. Merci beaucoup, cher docteur Belhamiti. J'ai vu que Habib Kazdak voulait dire quelque chose. Oui, évidemment, aujourd'hui, nous sommes, ceux qui sont autour de cette table, ce sont des historiens de métier, même s'il y a des anthropologues parmi nous, ou bien ce sont des sciences connexes qui se rapprochent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas étudier un phénomène sans les sources. Et si je vois la différence entre la Tunisie et l'Algérie, que les rapports entre la France et la Tunisie donc, ont bénéficié des sources depuis 40 ans. Depuis 40 ans, depuis 1980, la solution a été trouvée que, au lieu de demander le rapatriement des archives de la France vers la Tunisie, nous avons pu, il y a eu un compromis qui consiste à faire des microfilms dans les différents centres d'archives en France, à Nantes, au Quai d'Orsay, à Aix, à Vincennes, aux archives PRFIT, dans toutes les archives françaises. Depuis 40 ans, il y a eu des équipes de Tunisiens qui ont cherché à regarder les archives et ils ont fait des microfilms. Et ces microfilms, aujourd'hui, depuis 40 ans, on les utilise. Donc, il y a des générations de Tunisiens qui, en Tunisie même, ont pu accéder aux archives françaises qui parlent de la Tunisie. Chose, c'est-à-dire que il y a des expériences que nous devons faire, comme j'ai été à Moscou aussi pour chercher des archives relatives à la Tunisie qui sont aujourd'hui à Moscou. Donc, c'est-à-dire que notre métier ne peut pas se développer sans des sources. Et je pense, une des recommandations, c'est pour cela que j'ai voulu écouter ma collègue Chérif,
est-ce que du côté algérien, est-ce qu'il y a des propositions? Parce que la mémoire ne peut pas régler les problèmes. La mémoire divise. Elle crée des blessures, la mémoire, parce que chacun de nous va se rappeler. Vous dites que vous avez tué, vous avez tué 1 million. Moi, je vais vous dire que vous avez tué aussi chacun va faire la surenchère. Par contre, lorsqu'on a des documents, chacun va se référer à des chiffres, va critiquer les chiffres, parce que notre métier, c'est le métier d'historien, c'est celui d'un regard critique, pas pour amplifier les douleurs, mais pour les calmer, pour résoudre les blessures. C'est notre devoir, c'est notre fonction sociale de l'historien, c'est de trouver des solutions. Donc, je ne fais pas il n'y a pas de mythologie, parce que j'étais dans les anciens pays de l'Est, ils voient que la Russie était colonisatrice en Pologne, en Bulgarie, en Allemagne. Ils voient donc, mais comment résoudre ces problèmes-là? C'est pas que des équipes d'historiens, c'est ce que nous faisons avec Nora ou avec d'autres collègues, c'est notre métier, il n'y a pas une histoire russe ou histoire française, il y a une seule histoire, c'est une science, l'histoire. Donc, on doit, même s'il y a des divergences dans chaque pays, il y a des divergences entre historiens, mais notre devoir, c'est comment nous mettre d'accord ensemble en tant que communauté scientifique par ce biais de cette table ronde que je remercie encore une fois Vassili d'avoir offert ce débat-là, donc pour comparer nos expériences. Voilà. Donc, l'idée pour résoudre ce problème, ce sont les sources. Comment les chercheurs peuvent accéder aux sources, aux archives. Voilà. Merci beaucoup, professeur Kasdagli. Il faut qu'on termine notre travail. Je donne la parole à la professeure Cherif. Oui, je vous remercie, Félix. Je remercie encore une fois M. Belhamiti pour l'idée du projet et merci à M. Habib, professeur Habib Kasdagli. Oui, effectivement, nous sommes un laboratoire de recherche en sociologie, mais il y a des chercheurs, des historiens, chercheurs en domaine de colonisation et les relations franco-algériennes. Il y a aussi des départements d'histoire, soit à Alger 2, à l'université d'Alger 2, ou d'autres universités. Mais on peut réunir ces historiens, ces chercheurs en histoire et trouver méthodologie de travail. Oui, il y a des gens, des personnes et des institutions qui peuvent travailler sur cette idée-là. Merci beaucoup, chers collègues. Je pense que nous avons eu un entretien excellent. Merci beaucoup, mes chers collègues. Je pense que cette réunion était très intéressante et très importante pour nous tous. J'espère que ce n'est pas le dernier de notre réunion, qu'on va continuer dans l'année 2021. Nous pouvons, maintenant, avec ces technologies numériques, nous pouvons organiser tout ça assez simple. Et nous restons en contact. Merci beaucoup, cher Habib Kasdagli, parce que sans votre aide et sans votre soutien, nous ne pourrions pas d'organiser cette réunion. Et j'espère que l'année prochaine serait beaucoup plus favorable pour nous tous que cette année. Merci à tout le monde et à bientôt.